C'est l'équipe Rétablis-toi qui va passer en premier, on avait le témoignage de 2 personnes accompagnées et effectivement avec le temps qui passe, l'angoisse monte un peu, donc on va abréger leur souffrance, en personnes bienveillantes que nous sommes tous. Je remercie donc chaleureusement le docteur Krivitz et Madame De Almeida qui nous ont donc cédé la place. Je vais leur laisser le micro pour qu'ils se présentent. Bonjour à tous, donc Ophélie Boulier, je suis assistante sociale sur le Rétablis-toi. Bonjour, je m'appelle Roxane. Bonjour, Virginie Sigris, infirmière sur le dispositif Rétablis-toi. Bonjour, je m'appelle Yanni, je suis chez Rétablis-toi. Alors, ils vont commencer par une toute petite présentation du dispositif par les professionnels et ensuite, les 2 personnes accompagnées témoigneront de leur expérience sur le dispositif. Alors, le dispositif Rétablis-toi a été constitué sur le modèle du Housing First, dont nous avons parlé tout à l'heure. Le logement comme c'est le logement qui est au cœur du sujet, c'est comme support de soins pour l'accès au logement de manière inconditionnelle, donc pas de nécessité de traitement ou d'arrêt de consommation de substances. Donc l'équipe pluridisciplinaire et la multiréférence, on travaille tous ensemble sur le même pied d'égalité. On essaye en majorité de partir en binôme pour aller à la rencontre des personnes accompagnées. L'accompagnement est orienté rétablissement, donc l'objectif d'inclusion dans la cité, de savoir habiter et la recherche de l'autonomie des personnes accompagnées, pour éviter les hospitalisations, les retours en incarcération ou les retours au 115. On participe aussi à la réduction des risques et des dommages. Donc, on essaye d'accompagner les gens sur la prise en charge des soins en addictologie. Il y a l'importance des partenariats, du réseau sur la cité. Donc, pour Clermont, on travaille beaucoup avec un grand réseau. Et de la prise en charge globale de la personne. On participe à la diminution de la stigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques. Donc, concernant notre pratique sur le terrain, pour le moment, nous sommes habilités à accompagner 20 usagers. Donc, l'équipe est composée d'une psychiatre, d'une cadre de santé, d'une éducatrice, de 2 infirmières à mi-temps, d'une assistante sociale et d'un médiateur pair. Donc, nous assurons un rendez-vous par semaine auprès des bénéficiaires et nous privilégions les visites à domicile et les entretiens à l'extérieur. L'accompagnement se définit en fonction du projet de la personne. Donc pour ce faire, nous avons un outil qui se nomme le plan de rétablissement personnel et qui nous permet de co-construire le projet avec le bénéficiaire. Nous avons aussi mis en place d'autres outils que nous utilisons à des moments clés de l'accompagnement, tels que le questionnaire de satisfaction et la mesure de résultat du rétablissement personnel. Ceci nous permet d'évaluer l'évolution du bénéficiaire, mais aussi d'interroger notre pratique. Nos interventions sont multidimensionnelles, donc sociales, culturelles, familiales et professionnelles. Aussi, nous réalisons régulièrement des synthèses avec les partenaires qui interviennent auprès des personnes. Le bénéficiaire est aussi présent lors de ces rencontres, et ceci nous permet de favoriser les échanges et de réévaluer le projet. Pour terminer, des changements vont intervenir en fin d'année, puisque le Rétablis-toi deviendra en décembre le Chez Soi d'abord. Ce projet est monté par l'association Sainte-Marie, le CHU et l'association C'est Clair. Nous serons par la suite habilités à suivre 55 personnes. Voilà, je vais laisser la parole du coup aux bénéficiaires. Roxane. Donc, je vais vous résumer mon expérience. Je me suis retrouvée à la rue en août 2020. J'ai vécu 1 an dans un foyer d'hébergement d'urgence. J'ai un trouble borderline avec un trouble de la personnalité. Je l'intègre parce que pour moi, c'est vraiment une caractéristique de ma personnalité. Une infirmière, c'est l'équipe mobile, de l'équipe mobile précarité, m'a mise en relation avec Rétablis-toi. Et ils m'ont permis d'accéder à un logement pour une réinsertion sociale. Et ils m'aident également pour les papiers, pour me montrer le chemin si je ne trouve pas, chez le médecin, dans les magasins, des choses comme ça. Ils me rendent beaucoup de services.
Donc ça se passe très bien. Quand j'ai une demande pour aller dans un endroit que je ne connais pas, tout simplement, il me guide. Donc voilà, en gros c'est ça. C'est correct. Bonjour à vous tous. Déjà, je vous remercie d'être venus tous. Merci à vous. Je me présente, je m'appelle Yanis. Je suis atteint d'une pathologie très spéciale. On me l'a reconnu à l'âge j'ai 27 ans, on me l'a reconnu à l'âge de 25 ans. J'ai rencontré le docteur Potonnier ici présente lors de mon incarcération. J'étais incarcéré pour des faits de droit commun. Je l'ai rencontrée, j'ai parlé avec elle. Elle a compris quand elle m'a dit « Vous êtes une boîte à outils qu'on doit utiliser, qu'on doit bien utiliser. » Et c'est ce que j'ai fait, j'ai bien utilisé. Aujourd'hui, Rétablis-toi m'a apporté beaucoup en 15 mois, depuis ma sortie de détention. Ça m'a rapporté beaucoup, ça m'a donné un cadre à peu près. J'ai envie de dire, ça m'a donné un cadre. Je me dis, je ne dois pas les décevoir. Ils sont là pour moi, pour m'aider. Je ne peux pas récidiver, je ne peux pas continuer dans mes trucs. Donc, ça m'a donné un cadre. Et c'est bien, ils ont trouvé le logement, comme ils ont dit au mois de décembre, Madame Boulia l'a dit. Au mois de décembre, ils vont tout miser sur le logement. Et ça, c'est bien, c'est déjà un très bon truc. Parce que sans eux, sinon, je serais SDF. Et SDF, c'est très dur, j'ai connu ça plus jeune, c'est très dur. Aujourd'hui, Rétablis-toi, c'est un dispositif qui m'a beaucoup aidé, avec des infirmières, des éducatrices spécialisées, qui venaient me voir, qui prenaient de mes nouvelles toutes les semaines. J'aurais toujours souvent parlé de mes problèmes, j'ai souvent confié tout ça, et franchement, c'est un dispositif qui a fait en sorte que j'ai une réinsertion bien. Voilà. Merci à vous, merci d'être venus en tout cas. Je crois qu'on peut les applaudir très 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 fort parce qu'ils ont fait preuve d'un grand courage en venant témoigner devant vous. Est-ce que vous avez des questions à poser soit à nos professionnels, soit à nos deux personnes accueillies ? Bonjour et merci. Moi, j'ai une question pour les deux personnes qui viennent de témoigner. Je voulais savoir si le fait de ne pas vous avoir imposé en fait de soins au départ ou de contraintes de soins, est-ce que ça a été un élément pour vous décisif? C'est-à-dire qu'est-ce que grâce à ça, vous êtes rentré dans le dispositif? Ou est-ce que finalement, si on vous avait imposé des soins, vous seriez quand même rentré dans le dispositif? Je ne sais pas si je suis très claire dans ma question. Ouais, j'ai pas le choix. Là, on impose pour le coup. Merci Yanis. Pour ma part, en fait, j'ai fait 4 hospitalisations, 3 au CHU et 1 à l'unité Sainte-Marie. J'avais besoin d'un traitement, j'ai un suivi psychiatrique. Avec ou sans traitement, avec ou sans ces hospitalisations, j'aurais accepté l'aide de l'association Rétablis-toi parce que c'était totalement adapté. Me montrer les trajets, c'est essentiel pour les médecins, tout ce que je vous ai dit, les magasins, tout ça. Mais aussi faire les papiers, il fallait que je refasse tous mes papiers. Et des demandes diverses, on a des activités. Donc sincèrement, ça n'a pas changé grand-chose dans le sens où c'était vraiment un plus que l'association soit là, en fait. Malade ou pas, traitement ou pas, en fait, pour ma part. Moi, en tout cas, pour ma part, je n'ai jamais eu d'obligation de soins au niveau de la justice, si c'est ça que vous voulez savoir. C'est moi qui ai pris ma décision de vouloir y aller à Rétablis-toi. C'est surtout le docteur Potonnier qui m'a, pas incité, je dirais, mais qui m'a encouragé à y aller. Sinon, non, j'ai eu aucune obligation de soins, rien du tout, non. C'est moi, de moi-même, de ma propre volonté qu'à y aller. La particularité d'Yanis, je le souligne parce que c'est tout à son honneur, c'est qu'il n'a jamais voulu qu'on fasse un seul certificat pour le SPIP, pour justifier de ses soins et aller dans son intérêt au niveau de la justice. C'est vraiment une décision qu'il a prise pour lui et pas du tout dans un intérêt autre que son intérêt à lui pour le coup, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Merci. Bonjour. Moi, je voulais connaître un petit peu comment vous repérez les personnes qui peuvent intégrer ce dispositif. Alors, on travaille avec un large réseau, hein, on l'a dit tout à l'heure. Donc, les personnes peuvent être repérées sur l'équipe mobile psychiatrie précarité.
Elles peuvent être repérées en détention. On a aussi des partenaires autour de nous, qui sont la maraude, etc., alors qu'ils n'ont pas forcément les connaissances médicales pour poser le diagnostic et du coup dire si c'est indiqué ou pas, mais en tout cas qui peuvent nous solliciter en nous signalant une situation. Je pense à Yanis, moi c'est son SPIP qui m'a sollicité en disant j'ai un jeune homme, je m'interroge, est-ce qu'il serait adapté de l'orienter sur ce dispositif ou pas, et c'est dans ce cadre-là que je l'ai rencontré. Donc on a vraiment un très large réseau de partenaires. Après les équipes orientatrices principales, je vais y arriver, sont du coup l'équipe mobile psychiatrie précarité, les services d'addicto psychiatrie. Donc on aura l'unité d'addicto de Sainte-Marie et puis l'unité d'addicto du CHU et puis du coup l'unité sanitaire. Voilà. Oui, merci Jean-Pierre Ollier. Moi, je voudrais vous demander aux deux bénéficiaires, comme on dit cet après-midi, je voudrais demander finalement dans le dispositif, vous avez un référent à qui vous vous adressez ou bien vous n'en avez pas? Et si vous n'en avez pas, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous circulez entre les différents intervenants, à votre avis? En fait, les personnes travaillent en groupe, donc quand c'est des questions papier, par exemple, je vais m'adresser plutôt à Ophélie. Quand c'est plus pour la santé en général, je vais plutôt m'adresser à Virginie. Emmanuel, ça peut être pour plein d'autres choses. Moi, personnellement, ça dépend du contexte. Voilà, c'est pas... Si je m'adresse à l'une à l'autre, je sais que de toute façon, le message passe. Donc voilà, ça dépend du sujet, tout simplement. Tout à fait, comme elle a dit Roxane, c'est ça. Je parle à une, tout le monde est au courant. Ça veut dire que, comme elle a dit, si j'ai des problèmes de soins, je m'adresse à l'infirmière. Si j'ai des problèmes de papier, je m'adresse à l'assistante sociale. Et voilà, et en fait, ils font le relais ensemble, ils se voient tous ensemble et ils parlent. Et en fait, tout le monde est au courant, quoi. Et il n'y a pas comme ça, au moins, l'équipe est au courant, ils savent me prendre en charge et tout se passe bien. Voilà, on est basé sur la multiréférence en fait, qui était c'était la notion qui était sur le diaporama. Donc chacun est référent de toutes les situations, donc tout le monde connaît toutes les situations. Ce qui a plusieurs intérêts, c'est-à-dire que les personnes accompagnées peuvent faire leur demande à n'importe qui. Alors effectivement, ils essaient de diriger la demande en fonction des personnels, mais à quelques personnes que ce soit, l'information passe de toute façon, et la personne visée aura l'information. Ça a le mérite de pouvoir pallier aux absences des uns et des autres, que ce soit sur des périodes de congé, de formation, etc. Ça permet également de diminuer le stress d'être référent d'une situation, parce que sur Rétablis-toi, c'est quand même des situations relativement complexes qui sont accueillies, et ça peut être une charge mentale très importante de faire reposer sur une seule personne la responsabilité d'une situation. Donc ça a ce double intérêt de pouvoir permettre la permanence de la prise en charge et de diminuer le risque de surcharge mentale au travail des personnels qui interviennent sur cette unité. Oui, bonjour. J'ai une question pour le docteur Pontonnier. Vous avez fait allusion à l'EMPP, au service d'addictologie, aux sorties de détention. Vous n'avez pas fait allusion au service de psychiatrie générale. Vous ne travaillez pas avec eux? Alors, on travaille avec les services de psychiatrie générale. Après, souvent, on fait un peu tamis avec le secteur, puisqu'effectivement, on est sur des situations très précarisées sur ce dispositif qui ne relèvent pas de la majorité des situations de psychiatrie générale, en fait. Alors, effectivement, les patients psychiatriques sont précarisés, ça je veux bien. Demandez à mes assistantes sociales. En plus, alors le souci qui peut se poser, Rétablis-toi est vraiment ouvert. C'est comme le chez soi d'abord, en fait. C'est sur des personnes qui sont en situation d'itinérance absolue et qui souvent ont un long parcours de précarité derrière eux. Demandez à Yanis, il a galéré quelques années quand même avant de nous rencontrer. Il y a très peu de place sur ces dispositifs-là, donc l'idée c'est vraiment de les garder pour les personnes qui ont le profil pour lequel le dispositif s'est montré efficace sur l'étude, puisqu'il y a eu une phase expérimentale. On n'a pas sélectionné les gens par hasard, en fait. Il y a eu une étude sur le chez-soi d'abord, randomisée, sur 4 sites en France, qui sont Lille, Marseille, Paris et Toulouse, qui a montré que ce dispositif était efficace sur un type de personne donnée, avec un profil très spécifique.
donc avec un passé de rue, etc., etc. Il y a des critères qui sont quand même relativement exigeants, même s'ils sont assez larges. Donc c'est important qu'on puisse, nous, les checker. Mais effectivement, moi j'ai des psychiatres de secteur qui m'ont adressé des patients. Enfin, Roxane, alors, elle avait rencontré Camille, mais elle est suivie par le docteur Almond qui est en psychiatrie générale. On a rentré, un des premiers patients qu'on a rentré était hospitalisé au centre hospitalier Sainte-Marie. J'ai des confrères qui m'adressent des dossiers très régulièrement. Par contre, on screen quand même. Parce que des fois, effectivement, ils considèrent la situation en situation de précarité, et pour nous, on n'est pas assez dans la précarité. Parce que tous les patients psychiatriques, finalement, sont relativement précarisés du fait de leur pathologie. Mais on peut pas prendre en charge tout le monde, il n'y a pas assez de dispositifs pour ça, et l'idée, c'est d'éviter que les gens soient à la rue, vraiment. Donc c'est vraiment ceux-ci sur qui on va cibler les choses. Mais si, on est en lien avec la psychiatrie générale pour répondre à votre question, quand même. Bonjour, je suis Céline de Almeida, je suis responsable d'un ESAT et d'un SAVS. Tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que je sais que ce n'est pas une tâche facile pour les bénéficiaires. Et ensuite, ma question qui vient vraiment rejoindre ce qui a été dit auparavant, ça s'adresse plutôt à l'assistante sociale qui me confirmera, je pense, si ce dispositif vient compléter la VDL, l'accompagnement vers et dans le logement de droit commun, parce que j'imagine que les situations de précarité sont complexes, et est-ce que les dispositifs se rejoignent ? Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Ophélie, tu peux peut-être en parler un petit peu des AVDL, tu connais un peu le dispositif. Alors moi, j'en ai entendu parler beaucoup sur le SIAO, donc c'est des situations, les AVDL, enfin sur les orientations SIAO, parce que nous, les orientations sont via le SIAO. Ces orientations sur des systèmes d'AVDL sont quand même nettement moins précaires que les situations sur établis-toi, pour le coup. On est encore dans un... C'est pour ça que ça s'adresse vraiment à des gens extrêmement précarisés. Encore merci pour vos témoignages. J'avais une petite question, moi, du coup, sur le type de logement que vous proposez. Est-ce que c'est de l'habitat individuel, collectif ? Et il y a très peu de place, apparemment. Et combien de temps est-ce que les personnes peuvent bénéficier de ces logements-là ? Et après, est-ce qu'il y a éventuellement un pont qui peut être fait sur un accompagnement en termes de formation ou de retour à l'emploi, si c'est possible ? Merci. Alors, il y a plusieurs axes dans la question, du coup. Donc, les types de logements, ce sont des logements individuels, pas de collectif sur ces populations-là, puisque le collectif est souvent persécutant. Donc, logement individuel, souvent d'assez petite taille, du coup, pour pouvoir rentrer dans le budget, puisqu'il faut quand même être pragmatique. En diffus, en ville, ça c'est important pour éviter la stigmatisation. On ne rassemble pas les patients entre eux. L'idée, c'est vraiment de les intégrer dans la cité. Ça, c'est un critère extrêmement important. Pour la suite, alors il n'y a pas de critère de durée d'accompagnement. On accompagne les gens autant que nécessaire. S'il faut les accompagner leur vie entière, on les accompagnera leur vie entière. Ça, c'est pas un problème. L'idée, c'est que ça fonctionne et qu'ils puissent rester chez eux. Leur vie, elle est à l'extérieur et elle n'est pas à l'hôpital, ni en prison. Ça, c'est... Donc, tant que ça marche, on continue. Si effectivement, il y a des critères d'autonomie assez importants, on peut passer sur un autre projet. Ça, c'est pas du tout un souci. On peut aussi accompagner, parce qu'on a des personnes qui sont un peu vieillissantes et qui perdent de l'autonomie, pour qui le maintien dans le logement devient compliqué. On peut aussi accompagner vers un autre projet, à savoir une EHPAD ou des choses comme ça, en fonction des besoins de la personne accompagnée, bien sûr, si elle est partie prenante et si elle est d'accord pour qu'on mène ce projet avec elle. Voilà, et après, effectivement, le projet professionnel fait partie, en fait, de l'accompagnement sur Établis-toi, puisque c'est pas un accompagnement de soins, c'est vraiment un projet de vie qu'on met en place, et l'idée, c'est vraiment de travailler tous les aspects de la vie, que ce soit le soin, mais pas que, c'est pas la priorité, le soin, encore une fois, c'est une cartouche, et c'est tout, comme on le disait tout à l'heure. La maladie n'est pas la personne, c'est une partie de la personne. Elle vit avec, et c'est déjà très courageux de sa part. Donc le soin est une arme, le travail en est une autre. La vie personnelle, la vie sociale, la vie culturelle, les loisirs en sont autant.
Donc on travaille vraiment sur tous ces axes. D'autres questions? Oui. Quel financement de la structure? Est-ce qu'il y a des financements des collectivités territoriales? Est-ce que l'ARS, pour pérenniser? Alors, sur le financement, Rétablis-toi a été une phase expérimentale en fait, puisque on n'a pas pu partir sur un chez-soi d'abord directement, puisque les instances parisiennes pensaient que Clermont-Ferrand, étant une petite ville, n'avait pas les besoins nécessaires pour remplir un dispositif à 55 places. Et oui, mais bon, il faut faire avec les réalités qui sont les réalités politiques, donc il n'y a pas de problème. Clermont a été choisi, en fait, avait candidaté en tout cas sur un appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt, pour être exact, en 2016, pour la mise en place accélérée du plan logement d'abord. Et le territoire de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme a été choisi. Donc on a fait partie des 14 territoires pour lesquels ce dispositif a été mis en place. Donc dans la mise en place du plan logement d'abord, il était spécifié qu'il fallait des conditions d'accès pour des personnes présentant des caractéristiques spécifiques, dont les personnes présentant des troubles psychiques. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, que Rétablis-toi a été mise en place, au départ financée du coup par la DDCS, donc la Direction départementale de la cohésion sociale. Au départ, l'ARS n'était pas du tout dans la boucle. Mais on a travaillé l'ARS au corps et on a fini par avoir des financements de la part de la DDCS et de l'ARS. Nous avons poursuivi notre petit chemin de pèlerin pour convaincre les instances parisiennes. On a montré qu'il y avait les besoins nécessaires sur Clermont-Ferrand pour participer à la phase d'essaimage du Un chez soi d'abord. Et du coup, à partir de décembre, nous aurons les financements pérennes de la DIAL pour la partie logement et de l'ONDAM, donc de l'ARS, pour la partie sanitaire. Voilà, donc le financement est à moitié en fait DIAL et à moitié ONDAM. La DIAL étant c'est le ministère de l'Hébergement et du Logement. Oui, bonjour, Virginie Buisset, donc de Nice. Donc nous aussi, on a un chez-soi d'abord, depuis quelques mois maintenant. Vous parliez tout à l'heure d'une espèce de gradation de la précarité. Comment vous faites pour screener, comme vous dites, les patients, les personnes qui pourront bénéficier? Est-ce qu'il y a des critères Alors après, les critères, c'est toujours un peu subjectif. Le premier critère, c'est d'être sur le 115. Je veux dire, tous les dossiers qu'on reçoit, les personnes qui sont dans de l'hébergement d'urgence et qui n'ont pas d'autre solution sont prioritaires. On va déjà prioriser ces dossiers-là. Après, c'est fonction de la situation, de l'histoire de vie de la personne, de ses capacités, des ressources aussi familiales. Souvent, ce sont des personnes qui sont extrêmement isolées, ils sont très précarisés, très isolés, ils n'ont pas d'aidants familiaux. Je me retourne vers Yanis et Roxane, mais je pense que ça a été une vraie difficulté pour eux, pour le coup. Donc, il y a tout ça. On évalue les ressources globales de la personne pour évaluer au mieux la situation et la précarité de la situation. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à votre question. Excusez-moi. Quel partenariat avez-vous pu mettre en place avec les propriétaires ou avec les agences propriétaires des appartements pour gagner leur confiance ? Alors, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Parce que Rétablis-toi n'étant pas un chez-soi d'abord, nous n'avons pas la chance d'avoir nos travailleurs d'intermédiation locative avec nous. Dans le vrai chez-soi d'abord, en fait, les gestionnaires de location adaptée font partie de l'équipe. Ce qui est fort pratique, d'avoir une équipe commune pour communiquer, notamment. Nous, on doit passer par le SIAO et les associations qui gèrent l'intermédiation locative du SIAO. Donc en fait, c'est eux qui gèrent pour l'instant cette partie-là. Sachant que de toute façon, il y a des budgets qui sont alloués pour les non-paiements de loyer et pour les dégradations dans les logements. Parce qu'effectivement, c'est un risque. Si
Si vous n'avez plus de questions, nous allons peut-être remercier l'équipe du rétablitoire. Et on remercie chaleureusement nos 2 personnes accompagnées. Merci.